j'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Ils sont bien pratiques, les logiciels de traduction ou encore de saisie vocale. Ces assistants comme Siri, Cortana, Alexa et consorts. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les ordinateurs, ces drôles de machines qui ne comprennent pourtant que le langage binaire fait de 0 et de 1, pouvaient bien comprendre ce qu'on leur disait et plus encore, y répondre de la même façon? Comment sont-elles bien capables de devenir donc des machines parlantes? Eh bien tout cela est rendu possible grâce au traitement automatique des langues. Vous ne savez pas ce que c'est? Mais ça tombe très bien. C'est justement le sujet du jour dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. Et pour expliquer ce qu'est cette discipline au croisement de l'intelligence artificielle, de l'informatique et de la linguistique, nous avons le plaisir de recevoir François Yvon, professeur d'informatique à Paris Sud, chercheur au CNRS et spécialiste du traitement du langage parlé. Bonne écoute! Pour un assistant vocal, ce que nous racontons doit peu ou prou ressembler à un informe baragouinement de sons indistincts. Et pourtant, chose étrange, ils sont capables de nous répondre de façon compréhensible et dans la langue de notre choix. Cette langue que nous pratiquons quotidiennement et qui nous semble couler de source se caractérise pourtant par une multiplicité de dimensions. Il y a l'écrit, l'orthographe, l'oral, les accents, la morphologie, la syntaxe, le vocabulaire, bref. Pour allier langue et informatique, il est essentiel de conjuguer des apports multiples. Sous l'appellation traitement automatique des langues, ou NLP, pour Natural Language Processing en anglais, on retrouve deux courants principaux, comme nous l'explique François Yvon. Le terme traitement automatique des langues, c'est le terme accepté en français pour désigner en fait deux choses qui sont un tout petit peu différentes et différenciées dans l'appellation anglo-saxonne, qui est d'un côté ce qu'on appelle computational linguistique, donc l'informatique linguistique, qui vise en fait à explorer des modèles du langage humain, des capacités de langage humaine, en les implémentant sur des machines. Donc il y a d'un côté ce champ qui est peut-être historiquement très important, enfin, en tout cas qui a pris une part très importante dans les années 60, 70 et même au-delà. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle Natural Language Processing, qui en français se traduit par, alors là peut-être ingénierie linguistique, qui est plus tournée vers des applications qui vont traiter, avec des outils informatiques, traiter automatiquement des énoncés ou des extraits ou des instances de langage humain. Donc concrètement, ces applications, elles sont très nombreuses. La première qui est arrivée au grand public, c'est l'application de correction orthographique. Donc c'est simplement le fait d'avoir des dispositifs logiciels qui vont regarder un texte écrit par un humain et puis essayer de corriger d'abord son orthographe pour trouver les mots qui sont mal écrits et les mots qui sont bien écrits, et puis peut-être aussi aller un peu plus loin pour corriger la grammaire, donc corriger des fautes d'accord, corriger des mots qui manqueraient ou un mauvais usage de prépositions, etc. Et puis même éventuellement corriger le style. Donc ça, c'est la première application qui est parue dans le grand public. Ok, donc premier champ, l'informatique linguistique dans lequel on tente de modéliser le fonctionnement du langage humain, modèle que l'on traduit pour les ordinateurs. Et une fois que ces fonctionnements sont implémentés, on développe des applications comme le correcteur orthographique, mais aussi la traduction automatique, où le contexte historique a joué un rôle important. N'est-ce pas, François Yvon ? Historiquement, une application qui a été étudiée très très tôt, c'est l'application de traduction automatique. Dans le contexte de la guerre froide, il était très important, en tout cas pour les scientifiques américains, d'avoir accès à la littérature scientifique soviétique. Et donc, on s'est intéressé très tôt à voir s'il était possible de traduire automatiquement les textes du russe vers l'anglais avec des dispositifs automatiques, parce que, bien évidemment, la quantité de textes produits était tellement importante qu'on n'imaginait pas que tout devrait être traduit par des humains. Et là, le problème se pose aujourd'hui à une échelle bien plus grande, et le besoin de traduire automatiquement est incommensurablement plus grand. On traduit de beaucoup plus de langues, on traduit
grande variété de types de textes. Ces outils ont déjà sauvé bon nombre d'entre nous de coquilles indésirables. D'aucuns diront qu'elle aide à relever le niveau en orthographe. Il y a sûrement d'ailleurs beaucoup d'autres applications disponibles, n'est-ce pas François Yvon ? Il y en a beaucoup d'autres, la dictée vocale par exemple, qui est une application que beaucoup de gens utilisent sur leur téléphone, aussi bien pour éviter de saisir les textes au clavier quand le clavier est mal commode, des applications de dialogue avec des agents virtuels, les applications de recherche et de recherche d'informations et de réponse à des questions précises. Aujourd'hui, dans les barres de moteurs de recherche, on peut directement taper des questions et souvent on a directement des réponses quand les questions sont assez factuelles. Le traitement automatique des langues pourrait même servir à conserver l'un des plus forts patrimoines de l'espèce humaine. Bien sûr, je parle ici des langues. On le sait, l'UNESCO s'est saisi du problème. Il y a beaucoup de langues qui sont en danger, simplement parce que du fait de l'extinction des populations qui les parlent. Et donc, il est important de les enregistrer, mais les enregistrer, ça suffit pas parce que si on a juste un enregistrement, on pourra rien en faire. Donc, il faut enregistrer. Il faut en même temps recueillir des traductions de ces enregistrements, peut-être aussi documenter les lexiques, parce que si on n'a plus de locuteurs, il faudra bien quand même qu'on puisse accéder à cette connaissance. Donc il y a vraiment un besoin de se lancer dans ces tâches de documentation. Et donc là, la linguistique informatique peut aider un peu. Mais ce n'est pas le seul endroit où le traitement automatique des langues rend de bons et loyaux services. En intelligence artificielle aussi, elle est très utile. Il se trouve que la recherche appliquée, en fait, aujourd'hui en traitement des langues, elle est énormément tirée par l'utilisation de méthodes d'apprentissage artificiel, machine learning, supervisées. Et donc la méthode qui s'avérait, disons, la plus efficace pour construire des applications qui marchaient, ça a consisté à recueillir des textes, par exemple, si on s'intéresse à la traduction, à recueillir des textes et leur traduction, et puis à essayer d'apprendre automatiquement, ou faire apprendre automatiquement à une machine, la relation entre un texte en français et un texte en anglais, et voir les transformations automatiques qu'on peut faire quand on veut passer du français à l'anglais. Avec le multilinguisme, en fait, les systèmes vont dans le sens de moins de connaissances linguistiques, parce qu'on doit traiter plein de langues en même temps, et on essaie de traiter plein de langues avec un seul système. Donc, par exemple, Facebook et Google ont annoncé des systèmes de traduction automatique qui, avec un seul même système, sont capables de traduire d'une centaine de langues vers une centaine de langues. Un seul algorithme. C'est remarquable, mais le problème, c'est que quand on fait ça, on considère finalement toutes les langues à leur plus petit dénominateur commun, à savoir des chaînes de caractères. Il est ainsi possible d'automatiser la traduction d'une langue à une autre. Mais le déploiement massif de cette technologie pourrait bien appauvrir la finesse de la traduction et la connaissance par chaque système de telle ou telle langue. Exemple avec l'anglais, comme va nous l'expliquer François Yvon. Car oui, la traduction automatique ne concerne pas que les chaînes de caractères. Il y a un tas de caractéristiques et de phénomènes qu'on oublie et qu'on ne prend pas en compte en accumulant des données. Cela conduit à l'élaboration de mégasystèmes qui accumulent toute la littérature des textes écrits en anglais, par exemple, toute la littérature écrite dans toutes les langues du monde même. Cela est extrêmement puissant, mais dans le même temps, c'est aussi assez limité. Pendant très longtemps, en fait, c'était le traitement automatique de l'anglais qui était important. Et donc, on pourrait dire que la communauté a évolué sous l'illusion qu'il y avait qu'une seule langue, c'était l'anglais. On avait des ressources pour l'anglais, on avait des processus pour l'anglais. Et de fait, les grands acteurs ont évolué dans le monde anglo-saxon. Bon, on se fait rattraper par la diversité, heureusement, par la diversité linguistique du monde. Vous n'avez pas peut-être vu la presse récemment. Facebook s'est fait reprocher de passer plus de temps sur ces algorithmes, d'accorder plus d'importance en fait au traitement automatique de l'anglais que d'autres langues pour détecter les langages haineux sur Internet, en particulier d'accorder pas assez d'importance à l'indien ou aux langues d'Inde, qui sont une très très grosse population. Bon, voilà, donc le besoin de s'intéresser plus à la diversité linguistique est un besoin qui est très très important pour beaucoup de gens, et c'est une chose heureuse, parce que en s'intéressant à plus de langues, on voit plus de phénomènes, des choses qui paraissaient réglées, en fait, ne le sont pas du tout, parce que l'anglais a tout un tas de particularités qui sont pas forcément celles
d'autres langues du monde. C'est une langue qui a peu de conjugaisons, par exemple, alors qu'il y a des langues qui ont beaucoup de conjugaisons. C'est une langue dans laquelle l'ordre des mots est relativement rigide, alors qu'il y a beaucoup de langues pour lesquelles l'ordre des mots est beaucoup plus libre, etc. Donc, s'intéresser à plus de langues, c'est bien pour les gens qui font de la recherche parce qu'ils voient plus de phénomènes et donc ils ont plus de choses à décrire. Et puis, pour le grand public, ça veut dire aussi qu'il y a plus d'utilisateurs qui seront mieux traités ou bien traités quand on va leur vendre des applications de reconnaissance vocale, de correction orthographique, etc. Parce que c'est pas tout à fait normal quand vous achetez un produit qui marche mieux si vous parlez anglais que si vous parlez, je sais pas, je dis n'importe quoi, corse ou breton, par exemple. Alors, François Yvon, c'est quoi l'avenir du traitement automatique des langues ? On va atteindre la limite de cette démarche-là qui consiste à accumuler toujours plus de données et on va revenir un tout petit peu à des modèles un peu plus anciens dans lesquels on s'intéresse aussi à intégrer ça avec des connaissances, avec des sources de connaissances du monde, parce que toute la connaissance n'est pas dans les textes, et puis aussi d'intégrer les systèmes de traitement linguistique avec d'autres capacités du cerveau humain, la capacité de perception, la capacité d'action, la capacité de mémorisation, parce que aujourd'hui, à la fois on a des systèmes qui font des choses incroyables, mais il faut leur fournir un nombre incroyable de données aussi. Donc on aimerait peut-être aussi se rapprocher un peu plus de la manière dont l'enfant apprend. L'enfant est capable d'apprendre le sens d'un mot à partir d'une occurrence. Il est capable d'entendre une fois un mot ou de voir une fois un objet et de reconnaître ces objets dans toute leur variabilité. Une fois qu'on lui aura montré, je sais pas quoi, une balle, il va reconnaître tout un tas de formes de balles différentes, des grosses, des petites, des moyennes, qu'elles soient jaunes, bleu, vert, tout ça sera balle. Et il n'aura pas besoin d'avoir vu 200 fois ou d'avoir entendu 200 fois le mot balle. Et une fois qu'il aura vu, saisi la balle, touché peut-être, joué avec la balle, tout ça, ça sera intégré avec très peu d'exemples. Donc le fait de coupler l'apprentissage des langues avec la perception et l'action, ça permettra peut-être aussi de se rapprocher de l'apprentissage humain et d'apprendre avec moins d'exemples, d'apprendre de manière plus efficace aussi. Donc ça, je pense que c'est deux directions de recherche qui sont très importantes, le multilinguisme et puis l'intégration avec d'un côté la perception, l'action et la mémorisation et de l'autre côté avec les bases de connaissances. Mais toutes les données qu'on utilise pour entraîner ces systèmes, quelles sont-elles ? Et puis, d'où viennent-elles ? Les données qu'on utilise pour apprendre les systèmes de reconnaissance vocale, c'est des données très particulières qui sont loin de refléter la variabilité des manières de parler de l'ensemble d'une population d'un pays. Et je ne parle même pas, quand on parle du français, des Français d'Afrique, des Français du Québec, de Belgique, de Suisse, etc., avec d'autres accents, d'autres tournures de phrases, peut-être d'autres mots. Encore une fois, on dit ce système, il reconnaît le français, mais quel français ? Et donc là, tout de suite se pose la question de quelles sont les données qui ont été fournies au système pour l'entraîner. Et il faut être sûr il y a une grosse question sur est-ce que ces données, elles représentent bien l'ensemble des publics et des populations, elles les représentent bien de manière équitable, etc. Vous l'aurez compris, si les technologies de traitement automatique des langues sont très efficaces, le modèle d'apprentissage est cependant passé en revue. Car, comme en UX Design, vous pouvez d'ailleurs aller écouter l'épisode 9 avec Célia Audan à ce sujet d'ailleurs, l'informatique doit être capable de prendre en compte toute la diversité et toute la richesse du genre humain. Car si le monde se virtualise, ce serait dommage qu'il s'uniformise. Enfin nous, on vous dit ça, on vous dit rien, on vous met juste la puce à l'oreille. Et si vous souhaitez approfondir les principes du traitement automatique des langues, La puce à l'oreille vous recommande Machine Translation, un livre écrit par Thierry Poibeau et paru aux éditions Odile Jacob en 2017. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à ce nouveau format. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez La puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt!